L'horloge tourne. Le 1er août approche à grands pas et dans la Maison-Blanche, l'atmosphère est tendue. Mais au lieu de faire un geste diplomatique, l'homme à la tête des États-Unis semble avoir une autre idée en tête. Il charge une arme, non pas pour négocier, mais pour menacer. Le monde regarde. L'écho des tensions se fait entendre à travers le continent. Le Canada, autrefois un allié fidèle, se retrouve sur la sellette. Les États-Unis ont prévu de maintenir ou d'imposer des tarifs douaniers sur des produits canadiens, menaçant de taxer tout ce qui entre sur leur territoire, sauf si un accord acceptable est trouvé. Mais l'accord qu'on propose n'est pas celui sur lequel les deux pays se sont entendus. Non, c'est un autre, élaboré sous pression. La question qui se pose alors, comment réagir lorsqu'un grand voisin se tourne vers vous avec une menace à la main? Cependant, le Canada ne panique pas. Pas de crise publique. Pas de tweets enflammés. Au lieu de cela, un silence retentissant s'installe, plus bruyant que n'importe quel cri ou protestation. Le Canada choisit une voie différente, plus subtile, plus calculée, la stratégie du silence. Car dans le monde de la diplomatie, parfois, ne rien dire en dit long. Mais voilà la vraie question. Qui a réellement quitté la table des négociations? Et alors que le compte à rebours vers le 1er août devient de plus en plus pressant, le suspense grandit. Qui aura le dernier mot dans cette bataille commerciale? Avant de continuer, une petite pause. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Nous visons les 19 000 abonnés et votre soutien est essentiel pour y parvenir. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. Face à l'escalade des tensions commerciales, le Canada choisit de réagir d'une manière qui surprend tout le monde. Aucun cri de protestation, aucun discours enflammé. Le pays ne se laisse pas emporter par la pression. Au lieu de cela, il adopte une position calme et distante. Le silence devient sa réponse, et ce silence, loin d'être passif, est en réalité une forme de résistance mesurée. Le Canada ne se laisse pas intimider. Alors que les États-Unis multiplient mailles et menaces, le pays du Nord choisit de détourner ses exportations, explorant de nouveaux marchés à travers le monde. Ce n'est pas un acte de panique, mais une stratégie réfléchie. La réorientation des échanges commerciaux pour minimiser les effets des tarifs. La réaction du Canada est frappante par son calme, et pourtant, ce calme est plus puissant que tout discours. Le pays refuse d'être pris dans un jeu de politique de la peur. Il fait le choix de se concentrer sur l'avenir, et dans ce choix se cache un message fort. Le Canada n'est pas dépendant de l'approbation des États-Unis. Il existe d'autres voies. Ce chapitre illustre l'intelligence stratégique du Canada, qui, loin de se laisser submerger par les menaces, choisit de redéfinir ses priorités. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est une décision qui envoie un message clair. Le pays ne cédera pas à la pression et avancera sur ses propres termes. L'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, connu sous le nom de USMCA, semblait être la solution à tous les problèmes. Une promesse de relations commerciales harmonieuses et de flux commerciaux fluides. Pour le Canada, cet accord représentait un gage de sécurité, avec plus de 90% de ses exportations vers les États-Unis exonérées de droits de douane tant que les règles d'origine étaient respectées. Sur le papier, c'était un excellent accord, mais dans les coulisses, une autre réalité émergeait. En 1962, une loi vieille, de plusieurs décennies, la section 232, avait été mise en place pour protéger la sécurité nationale des États-Unis. Cette loi, oubliée par beaucoup, a été réactivée par la Maison-Blanche, et ses conséquences ont été dramatiques. En réactivant cette loi, les États-Unis ont commencé à appliquer des droits de douane sur l'acier, l'aluminium et d'autres produits canadiens, à des taux qui pouvaient atteindre 50%. Cette manœuvre, qui semblait presque cachée, a transformé l'accord USMCA en une promesse vide. Le Canada, qui avait signé de bonne foi, se retrouve frappé par des tarifs imprévus sur des produits qu'il pensait protégés par l'accord.
C'est ainsi que le pays se rend compte qu'il a été pris dans un piège, une trahison sous couvert de négociation. Ce chapitre met en lumière la tension entre ce qui est écrit et ce qui se passe en réalité. L'USMCA, bien qu'encore valide sur le papier, est devenue une coquille vide. Le Canada ne peut s'empêcher de se sentir trahi, tout en reconnaissant que ce n'est pas une simple erreur, mais un coup stratégique. La confiance entre les deux pays s'effrite et les cicatrices de cette trahison seront difficiles à effacer. Les menaces deviennent de plus en plus pressantes. Le 1er août approche et l'homme à la tête de la Maison-Blanche semble bien décidé à imposer une pression insoutenable sur le Canada. À défaut de parvenir à un accord, il lance une nouvelle salve. 35% de tarifs sur tous les produits canadiens, sans exception. Ce n'est pas simplement une tactique de négociation, mais une forme de coercition économique. Le message est clair. Soit le Canada cède, soit il souffre. Le ton de l'administration américaine est brutal et la menace d'un véritable chaos économique devient bien réelle. Mais le Canada refuse de se soumettre. Ce n'est pas une question de fierté, mais de principe. L'idée qu'un pays puisse être poussé à signer un mauvais accord sous la contrainte est inacceptable. Le Canada, loin de fléchir, décide de rester ferme. Pas question de signer sous pression, les États-Unis jouent une partie de poker risquée, pensant qu'en augmentant la pression, ils obtiendront ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils négligent, c'est que le Canada n'est pas prêt à céder. Surtout quand la proposition semble être un piège déguisé, à ce moment-là, l'ambiance devient tendue. Mais le Canada reste implacable. Le pays ne s'engage pas dans un bras de fer inutile, mais choisit plutôt de se préparer pour un avenir où il ne dépend pas des caprices d'un voisin. Le respect de l'accord initial n'est plus la priorité. La préservation de la souveraineté économique du Canada devient la seule chose qui compte. Alors que les menaces des États-Unis se poursuivent, le Canada entre dans une phase décisive. Ses dirigeants, loin de se laisser intimider, choisissent de réévaluer la situation avec calme et prudence. À la table des négociations, le Canada prend une décision stratégique. Il est préférable de ne pas signer un accord précipité sous pression. Ce qui semblait être une négociation pour parvenir à un compromis se transforme en un test de force, et le Canada choisit de ne pas céder. Les leaders canadiens, notamment le Premier ministre et les ministres provinciaux, se mettent d'accord sur un principe fondamental. Pas de deal est mieux qu'un mauvais deal. Cette approche démontre leur engagement à ne pas sacrifier les intérêts à long terme du pays pour une solution immédiate qui pourrait compromettre la souveraineté économique du Canada. Le calme du Canada devient un instrument de pouvoir. Ce n'est pas une posture, mais une réflexion stratégique. En choisissant de se retirer de manière réfléchie, le Canada envoie un message fort. Ce n'est pas sous la contrainte que le pays signera. Les leaders canadiens ne cherchent pas à entrer dans une guerre commerciale, mais plutôt à protéger les fondations économiques de leur nation. C'est ici que le ton se fait plus sérieux. L'idée de sacrifier des principes sur l'autel de la pression américaine est rejetée. Le calcul est fait, et la voie choisie est celle de la résistance stratégique, une résistance calme mais déterminée. Le Canada a décidé de se préparer pour l'avenir, indépendamment des actions de son voisin. Au-delà des menaces immédiates, le Canada voit plus loin. La véritable force ne réside pas seulement dans une réaction instantanée, mais dans la réorientation stratégique à long terme de son économie. Face aux pressions américaines, le pays commence à réécrire les règles du jeu commercial. En réduisant sa dépendance aux États-Unis, le Canada explore de nouveaux horizons, établissant des liens commerciaux avec d'autres pays et diversifiant ses partenariats économiques. Le commerce avec les États-Unis, bien que toujours important, ne représente plus l'axe central de l'économie canadienne.
Les exportations canadiennes vers les États-Unis ont chuté de manière significative, passant de 75% à 68% du total des exportations, marquant une évolution importante. Ce déclin n'est pas perçu comme une défaite, mais plutôt comme une réorientation stratégique, une transition vers une économie plus autonome et résiliente. Le Canada commence à regarder au-delà de son voisin immédiat. Les relations commerciales avec des régions comme l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe prennent de l'ampleur. Les entreprises canadiennes diversifient leurs chaînes d'approvisionnement, tandis que le gouvernement explore des accords commerciaux avec de nouvelles nations. Ce recalibrage est bien plus qu'une simple adaptation. C'est une transformation profonde qui donne au Canada une indépendance économique et une nouvelle latitude géopolitique. Le ton du chapitre est optimiste et résolu. Loin d'être un pays acculé, le Canada prend des mesures pour se renforcer à long terme, montrant qu'une crise peut aussi être l'opportunité de repenser entièrement sa place dans l'économie mondiale. Loin des titres à sensation et des menaces, le pays mise sur la profondeur et la durabilité de ses nouvelles alliances. Le Canada, bien plus qu'un simple acteur économique, se prépare à jouer un rôle géopolitique de plus en plus central. Loin de se contenter de résoudre les tensions immédiates, le pays se concentre sur l'avenir, prêt à relever des défis globaux tout en consolidant ses positions stratégiques. Une partie de cette stratégie réside dans l'Arctique, une région clé du XXIe siècle, riche en ressources vitales comme le lithium, le cobalt et les terres rares. Le Canada fait de l'Arctique un pilier de sa souveraineté économique et géopolitique, en collaborant étroitement avec les communautés autochtones et en renforçant sa présence militaire. L'adoption de la loi C5 en juin 2025 marque un tournant. Cette loi ne se limite pas à la révision des règles commerciales internes, mais représente un plan ambitieux visant à améliorer l'infrastructure et à dynamiser les relations commerciales entre les provinces canadiennes. Ce développement accéléré crée un réseau de soutien interprovincial qui renforce l'autonomie du pays. Le message est clair. Le Canada ne cherche plus à dépendre des décisions américaines pour définir son avenir. Il forge des alliances stratégiques, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec des puissances émergentes comme le Brésil, la Chine et les nations européennes. Le pays ne se contente pas de s'adapter, il se repositionne pour dominer de manière douce mais assurée sur la scène internationale. Le ton de ce chapitre est celui de la prévoyance et de l'indépendance. Le Canada, loin d'être simplement un spectateur, devient un acteur influent dans la redéfinition des relations internationales, renforçant ses bases tout en se projetant vers l'avenir avec audace et détermination.